Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition de Scène de Presse. Scène de Presse, la plateforme d'échange entre les hommes des médias et des invités triés sur le volet. À Scène de Presse, nous refaisons l'actualité de la semaine. Et cette semaine, c'est le retour au pays natal de quelques jeunes Camerounais, 250 pour être précis, qui a cristallisé l'attention de la scène médiatique et des observateurs de la scène sociale du Cameroun. Des jeunes gens rapatriés d'Égypte et revenus au pays après un séjour dans le désert libyen, ce qu'ils ont appelé là-bas l'enfer libyen. Le gouvernement camerounais, grâce aux bons soins de ses partenaires, à savoir l'Union européenne et l'Organisation internationale pour les migrations, ont donc réussi à faire rentrer ces jeunes 250 et comme vous le voyez à l'image, les jeunes Camerounais sont donc de retour et dans quelques jours, ils seront pris en charge par les autorités camerounaises afin de permettre leur réinsertion sociale et surtout leur donner les opportunités de reprendre une vie normale. Mais comment est-ce que ces jeunes pourront reprendre une vie normale dans notre pays? C'est la principale question et la trame de cette édition de Scène de Presse. Comment faire pour redonner l'amour de la patrie à ces jeunes Camerounais? Nous en saurons un peu plus sur ce plateau avec nos invités. Et justement, prenons le temps de découvrir ceux qui vont croiser le verbe sur le plateau de Scène de Presse ce soir. C'est sous la plume de Michel Fekeng et les images de Jean-Jacques Moma. Dr Boubacar Seybou est le chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations au Cameroun. Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, Dr Seybou a parcouru plusieurs États africains. La République démocratique du Congo, la Libye, l'Algérie sont entre autres des territoires qu'il maîtrise bien, en plus du Niger, sa terre natale. Plus d'une fois, il est intervenu dans le processus de résolution de conflits, en Libye notamment. Boubacar Seydou est titulaire d'un doctorat en sciences médicales et d'un DES en management obtenu tous les deux en Algérie. Bertrand Owona, l'évocation de ce nom est significative pour les auditeurs de Royal FM. C'est la voix qui leur sert chaque midi des informations chaudes dans le cadre du journal parlé. Le présentateur de l'émission Regard sur l'actualité sur Royal FM est titulaire d'un brevet de technicien supérieur en journalisme obtenu à l'Institut Scientou Supérieur. Assis sur 10 années de pratique d'un journalisme responsable, Bertrand Owona est de cette nouvelle génération qui a conscience qu'une carrière se construit patiemment et par le travail acharné. Christian Djima de Tousson est journaliste et en est fier. Il a fait ses premiers pas dans le métier à la CRTV Poste Nationale, avant d'être ensuite reporter à Sky One Radio. D'après des informations contenues dans son CV, Christian Djima2 maîtrise l'écriture audiovisuelle et surtout est un as de la presse écrite. D'ailleurs, sa plume accroche l'attention des lecteurs du baromètre communautaire. L'ancien journaliste de l'hebdomadaire Repère est titulaire d'un brevet de technicien supérieur en journalisme obtenu en 2014 à l'Institut universitaire Scientou de Yaoundé. Yves Talla est enseignant à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Douala. Cet habitué des amphithéâtres a vite trouvé le lien entre l'économie et l'immigration. En 2006, il crée l'association Solutions aux migrations clandestines dont il est le président. Pendant plus de 10 ans déjà, Yves Talla travaille d'arrache-pied à la lutte contre l'immigration clandestine. Yves Talla est par ailleurs président de la Ligue régionale de basketball pour le centre. Merci Michel et merci surtout à ces messieurs d'avoir accepté de venir sur le plateau de Scène de Presse ce soir. On va donc parcourir avec vous cette problématique liée à l'immigration clandestine au retour au pays natal de ces jeunes Camerounais rapatriés de Libye grâce à la magnanimité du gouvernement camerounais et surtout des partenaires au développement que sont l'Union européenne et l'Organisation internationale pour les migrations. Mais avant de commencer notre débat sur ce plateau, je vous signale à nos téléspectateurs qu'on aura nos rubriques habituelles, à savoir la revue de
presse que va signer Daniel Menanga. Le zooming de la semaine, on va revenir sur ce reportage et les témoignages de ces migrants rentrés de Libye. Et le focus de la semaine, ce sera l'ambassadeur, je veux dire le chargé d'affaires de Libye à l'ambassade de Libye ici à Yaoundé. Et nous aurons bien sûr les unes de la semaine, les unes que va nous présenter Agnès Solange Abessola. La première question sur ce plateau, je vais la poser au docteur Boubacar. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement comment s'est passée cette opération de retour des migrants? Vous êtes la cheville ouvrière, l'Organisation internationale pour les migrations. C'est vous qui avez, si je m'en tiens aux informations que nous avons reçues, c'est vous qui étiez au centre du processus, qui est au centre parce que ce n'est pas tout à fait terminé. Comment ça s'est passé ce retour des migrants? On en a déjà eu 250, 40 avant, donc nous sommes à 290 Camerounais qui sont déjà rentrés. Je vous remercie, madame, pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir nous exprimer sur une question aussi importante et qui défraie la chronique. Je pense que l'Organisation internationale pour les migrations intervient dans le cadre de la gestion des flux migratoires et travaille dans le sens de pouvoir aider les différents gouvernements à pouvoir mieux protéger ces migrants dans les pays de transit que sont la Libye, le Niger, le Burkina Faso et aussi la Mauritanie et le Mali. Donc c'est pour vous dire que la question ne dure pas de 2 semaines ou d'1 semaine. Nous savons très bien, et nous, en tant qu'Organisation internationale pour les migrations, à travers notre bureau en Libye, nous avons commencé les opérations de rapatriement humanitaire des migrants depuis quelque chose de 6 mois, mais on a intensifié les 3 derniers mois. Donc nous avons un programme financé par l'Union européenne à travers le fonds fiduciaire qui nous a permis de démarrer la présente opération qui a débuté en juin. Et de juin à ce jour, nous avons déjà facilité le retour de plus de exactement 355 migrants camerounais. Donc les chiffres pourraient être plus exacts. Avant les 40 dont vous avez mentionné, les 250, il y a eu d'autres, mais qui n'ont pas, où il n'y a pas eu tellement d'effet médiatique, puisque je pense que ce qui a intensifier un peu le débat, c'est les dernières informations. Oui, cette vidéo de CNN qui a fait le tour du monde, où on a vu des jeunes Africains pris en otage, vendus comme esclaves du côté de la Libye. Ça me permet justement de me demander à Bertrand ce qu'il en est exactement. Que vous ont dit ces jeunes qui sont rentrés? Comment ils ont fait pour se retrouver pris comme esclaves en Libye? Et déjà, comment ils sont sortis de cet esclavage pour se retrouver entre les mains de l'Organisation internationale des migrations? Oui, bonsoir Mélanie, bonsoir à tous les téléspectateurs de la CRTV. Merci pour l'invitation. Il faut dire que lorsqu'on rencontre ces personnes-là, d'abord on est frappé par beaucoup d'émotions, de voir le caractère défraîchi sur le plan physique que ces personnes peuvent présenter, eu égard justement à leur traitement, au traitement qu'ils ont subi. Mais en discutant avec ces personnes, parce qu'on veut vraiment comprendre comment cela se passe, qu'elles se retrouvent du côté des personnes qui sont membres des réseaux de trafic ou alors de passe. Alors, ils expliquent clairement que au départ du Cameroun, c'est des gens qui avaient des activités, qui parfois vendent leurs fonds de commerce, et les familles sont mises à contribution. Et souvent, c'est des cotisations. On entre en contact avec des tontines et on rassemble une certaine somme d'argent qui leur permet de payer la route, parce que c'est pas gratuit de partir de Yaoundé pour atteindre, je sais pas moi, les côtes libyennes. C'est pas gratuit, ça coûte cher. Et donc, c'est des gens qui prennent le temps de rassembler de l'argent et se mettent donc en route. Alors, ce qui se passe sur le terrain, à les écouter, c'est que à l'origine, lorsqu'elles arrivent à ces endroits-là, l'objectif n'est pas de rester en Libye ou au Maroc ou en Tunisie ou en Algérie. L'objectif, ou en Mauritanie, l'objectif c'est d'atteindre l'Europe. Alors, à ce niveau-là, donc, il y a un obstacle, c'est que l'Occident, qui a une politique migratoire assez rude ces derniers temps, avec les fermetures totales des frontières,
Il y a donc un système de trafic, un trafic qui se met donc en branle. Généralement, ils vous disent que les forces régulières, surtout au niveau de la Libye, on sait que c'est un pays exsangue, qui a des problèmes de stabilité aujourd'hui, et donc il y a beaucoup de bandes armées qui écument ce territoire. Et lorsque un migrant est en contact avec les forces régulières, tout de suite, il sera rapatrié, parce que les forces régulières vont entrer en contact avec le gouvernement, vous êtes en situation irrégulière, vous serez rapatrié au Cameroun. Et donc les migrants eux-mêmes décident, parce qu'ils sont... De prendre contact avec les forces, les rebelles, on va dire ça comme ça, quoi. Les bandes armées qui... Les bandes armées qui écument, eux-mêmes décident de prendre contact avec les rebelles, parce qu'à travers les rebelles, comme c'est des bandes armées qui ont besoin de pécune pour s'entretenir et tout cela, donc le trafic est également une autre forme de financement. Et donc les migrants vont donc volontairement auprès des rebelles qui leur servent donc de passe. Et à ce niveau, ils vous expliquent qu'il y a deux types de rebelles. Il y a des rebelles qui sont véritablement négatifs, très méchants, qui eux, en plus de l'argent qu'ils vous estorquent, vont vous infliger des tortures, des sévices humains, parce qu'ils sont racistes, ils ont des appréhensions vis-à-vis des Noirs, et là-dedans, donc, ils vous introduisent dans des filières qui sont liées à la vente des hommes, l'esclavage, la traite et tout le reste. Et il y a une catégorie de rebelles qui sont assez positifs, qui ont encore le sens de l'humanité, qui vont effectivement, moyennant votre rançon, vous conduire sur des pistes qui vous permettront donc d'atteindre l'Europe. Et malheureusement, et depuis que la Libye est dans une instabilité quasi généralisée, c'est pas toujours évident qu'on puisse atteindre l'Europe. C'est de moins en moins évident de trouver un rebelle qui va vous permettre d'intégrer la filière, qui va vous aider à atteindre l'Europe. Donc de plus en plus, c'est des rebelles qui font le rançonnage pour alimenter la filière de l'exploitation des hommes. Yves Chalabou, vous travaillez depuis plusieurs années autour de ces migrations clandestines. Vous menez des campagnes de sensibilisation. Je suppose que vous êtes entré en contact avec quelques-uns de ces jeunes rentrés de Libye. Est-ce que vous comprenez que des jeunes soient prêts à souffrir autant sous le prétexte d'aller retrouver l'Eldorado du côté de l'Occident? Bonsoir Mélanie, bonsoir à tout le panel. Comprendre, non, c'est toujours difficile de comprendre, mais à force de discuter avec eux, on arrive à sentir un peu quelles sont les perceptions de ce qui se passe là. Donc, quand on a commencé les campagnes de sensibilisation assez tôt, on a voulu discuter justement avec les migrants de retour ou des migrants potentiels pour essayer de comprendre ce qui pouvait amener des gens à perdre ou risquer ce qu'ils ont de plus cher, à savoir leur vie, pour prendre cette route-là. Et des différentes études et analyses qu'on fait, on se rend compte qu'en fait, le plus souvent, comme il a très bien décrit, c'est des gens parmi les plus entreprenants. Nous, on s'est posé la question parce que lorsqu'on a vu au Maroc, on a vu dans différents pays, on s'est dit, OK, les gens partent à cause des inégalités structurelles parce que les gens aspirent à ce qui est mieux, on va d'une condition moins bonne à une autre, etc. Mais après, on a quand même regardé les migrants qui étaient là. OK, il y a les demandeurs d'asile, etc., des pays où les gens sont persécutés. Et puis, il y a les autres pays où les migrants sont dits économiques. Et lorsqu'on a vu les nationalités de ces pays, on s'est dit que ce n'étaient pas les pays parmi les plus pauvres. Et du coup, ça nous a intrigués. Et maintenant qu'on a rencontré ces migrants, on a même compris aussi que ce n'est pas les personnes les plus pauvres de ces pays qui prennent ces risques. Qui prennent ces risques. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui étaient déjà très entreprenants, qui avaient des petites activités, mais c'est des gens qui ne sentent pas des perspectives futures au pays où ils sont. Ils sont dans les activités informelles, peut-être, et ils ne sentent pas que dans le moyen terme ou dans le long terme, il va y avoir une amélioration de la situation. Et du coup, ils se projettent sur une idée de se dire qu'à partir du petit capital qu'on fait, on va pouvoir maintenant investir vers quelque chose qu'on estime plus durable. Et ils sont encouragés en cela par des exemples concrets des personnes qu'ils ont vues, parce que nous, on voit la partie de ceux qui disparaissent et ils voient l'autre partie de quelques-uns qui roulent carrosse, qui construisent des immeubles. Et qui, voilà, qui étaient dans la même situation et qui arrivent maintenant à
faire d'autres choses et qui montrent que voilà un peu leur statut a changé. Et aussi le regard maintenant que ces autres-là, ils ont quand ils reviennent au Cameroun. Après tout ça, pour ceux qui reviennent, s'il y en a qui ont réussi à régulariser les situations ou pas, et ils voient que le regard vers eux n'est pas magnifique, on les prend de haut. Et pourtant, ces autres-là, maintenant, quand ils viennent dans les familles, dans le regard des autres, etc., il y a quelque chose de différent. Donc, je pense que, évidemment, les projets migratoires sont individuels, hein, mais quand on essaie d'agréger, mais quand on essaie d'agréger, je pense que le plus souvent, c'est cet aspect qui ressort, c'est le manque de perspective vraiment par rapport à l'avenir sur place. Oui, Christian, vous êtes aussi entré en contact avec ces migrants rentrés au pays. Il y en a qui, vous avez collecté quelques témoignages, on l'a lu dans Baromètre Communautaire cette semaine. Qu'est-ce qu'ils vous disent concrètement? Déjà, bonsoir et salut à tous vos téléspectateurs, nombreux à travers le monde. Il faut dire qu'ils ne sont pas toujours... ce ne sont pas toujours eux qui font le premier pas vers les terroristes et autres. Il y en a qui sont happés de leur entrée en Libye parce qu'il faut savoir que les mouvements terroristes qui sont là ont déployé leurs éléments au niveau des frontières, sachant qu'il y a beaucoup d'étrangers qui veulent prendre la mer. Et donc, moyennant une somme, on vous promet l'Eldorado. Et après, vous êtes happé, vous vous rendez compte que vous êtes plutôt pris en esclavage que de suivre le circuit que vous avez sollicité. Ces jeunes, ils disent fuir la galère au pays. Le pays est difficile, ils souffrent des conditions de chômage, ils souhaitent pour beaucoup avoir une éducation améliorée à l'occidental, du moins ce qu'ils voient à la télé. Beaucoup sont des sportifs qui rêvent d'une carrière professionnelle en Europe. Beaucoup sont des commerçants et veulent continuer là-bas. Beaucoup sont des conducteurs, des chauffeurs et tout. Ils se disent que en Europe, ils gagneraient mieux leur vie et ils feraient grandir davantage leur famille. Mais maintenant, de retour au pays, ce qu'on a pu constater, c'est que l'envie de repartir n'est pas si loin. On va revenir là-dessus. Est-ce que maintenant, ceux qui sont rentrés, ils vous disent quoi? Ils sont rentrés volontairement ou alors ils ont été obligés de revenir? Volontairement, puisque tous saluent l'initiative de les ramener au pays. Déjà pour eux, on les a sortis de la gueule du loup. Ils sont très ravis. Maintenant, si vous permettez que j'y aille, à leur arrivée déjà, il y a une inquiétude qui se pose parce que quand nous les trouvons, ils sont heureux d'être revenus au pays, mais ils se demandent what next? Quoi pour la suite? Nous sommes à l'hôtel, nous ne sommes pas nourris. Contrairement aux 1000 € qu'on nous a promis, nous recevons 65 000 francs. Dit-on pour gagner nos familles et après, plus rien. Beaucoup d'eux n'ont pas de contact. Ça nous permet justement de poser cette question au docteur Boubacar Sebou, qui est représentant de l'OIF ici au Cameroun, justement qui est au centre de ce processus. Parce qu'effectivement, ce qu'on a entendu et que l'OIM a dit, c'est qu'on donnait 65 000 francs à ces jeunes, c'est-à-dire 100 € pour qu'ils puissent rejoindre leur famille. Dès qu'on leur a donné ces 100 € là, qu'est-ce qu'ils vont devenir plus tard? Est-ce qu'il y a un accompagnement spécifique et particulier pour eux? Merci beaucoup. En fait, ce programme prévoit plusieurs volets. Le premier volet, et qui est vraiment humanitaire et urgent, c'est de pouvoir faire sortir, comme votre confrère l'a si bien dit, c'est de pouvoir faire sortir ces gens dans cette situation extrêmement précaire et dangereuse et de pouvoir les ramener dans leur famille. Donc le retour est strictement volontaire. Nous saluons en tout cas l'effort du gouvernement qui quand même délivre les documents de voyage et qui est vraiment le lead dans ces opérations. Nous sommes une organisation qui appuie l'État pour pouvoir contribuer, donc en tant que aussi en tant qu'agence des Nations Unies, de pouvoir donc aider les différents États à pouvoir améliorer donc le retour donc de leurs compatriotes. Donc à cet effet justement, donc la première étape, comme je le disais, c'est de pouvoir faire rentrer les gens donc d'une manière digne. Et maintenant, la deuxième étape, nous avons l'accueil. Et comme vous avez vu au niveau donc de l'aéroport, l'accueil est pluridisciplinaire. Oui, les gens ont été affectés sérieusement. Il y a certains qui sont malades et par en tout cas l'appui donc du ministère de la Santé, ils ont été pris en charge au niveau des différentes structures sanitaires.
nous avons aussi certains qui ont, et la plupart, qui ont des atteintes psychologiques assez graves. Je pense qu'ils ont vécu un traumatisme sévère. Et donc, pour nous, c'est vraiment de pouvoir donner à travers l'accueil et les différents soutiens, que ce soit médical et psychosocial, un appui donc, pour ces gens à l'arrivée. Et par la suite, les 65 000 dont vous avez fait cas, effectivement, nous donnons ces 65 000 pour permettre à chaque migrant de pouvoir regagner sa famille. Ça, c'est la deuxième étape. Maintenant, la troisième étape s'intéresse à leur projet de réintégration. Donc, notre processus ne prévoit pas qu'à l'arrivée, on donne de l'argent liquide à un migrant pour qu'il puisse entreprendre une activité génératrice de revenus. Notre expérience a montré que les migrants, une fois qu'ils rentrent, ne sont pas là pour montrer que les gens ne sont pas assez responsables, mais nous avons quand même une grande expérience à travers le monde. Nous pensons qu'il y a un minimum de délai qu'il faut laisser observer avant de pouvoir faciliter la réintégration économique. Donc il faut d'abord s'occuper de la réintégration sociale. Et donc effectivement, il y a ces paquets de réintégration économique que le programme nous dote et qui devrait être donc au profit de ces migrants. Nous prévoyons la réintégration socio-économique au profit de 850 migrants. Camerounais. Vous parlez de 850 migrants camerounais. Justement, docteur, on va revenir plus en détail sur ce programme-là. Le temps pour nous de vous proposer ce reportage qui est signé de Séverin Aligambele, qui est donc lié à l'accueil du dernier contingent de migrants camerounais, 250 au total. Non seulement il a rencontré ces jeunes gens, mais également il a recueilli quelques témoignages de ce qu'ils ont vécu là-bas en Libye, ce qu'ils ont appelé eux-mêmes l'enfer libyen. C'est un reportage de Séverin Aligambele et c'est le zooming de ce soir. « 250 migrants pour cette deuxième vague de Camerounais sauvés de justesse de la maltraitance décriée ces derniers jours en Libye. Tout au moins pour ceux qui prennent le risque de passer par là pour se rendre en Italie. Quand je suis arrivé en Libye, on nous a kidnappés dans le désert. Ils nous ont amenés dans un endroit, dans une prison quoi. Cette prison-là, tous les matins, on nous versait l'eau, on nous fouettait, on demande d'appeler la famille pour envoyer de l'argent. Moi alors, ma famille on m'a demandé 400 000. Ma femme était obligée de vendre les trucs pour envoyer 400 000 parce que vous envoyez ça sur un compte au Niger. Effectif 5 fois supérieur à la première vague accueillie il y a quelques jours. Au décompte final, des cas de maladies identifiés, référés directement à l'hôpital gynéco-obstétrique, à l'hôpital général de Ngousso et au centre des urgences de l'hôpital central. Dans le groupe, 58 femmes enceintes et des enfants de moins de 3 ans. Je demande au gouvernement camerounais s'il peut vraiment se dépêcher à aider nos frères qui sont restés là-bas. Il y a des gens qui ont déjà fait des années en Libye où leurs familles ne sont pas au courant où ils sont. Il y a des hommes, surtout des hommes qui se font kidnappés et font des séjours des années en prison. C'est affreux. Ils dorment à même le sol et bientôt l'hiver va commencer. Ils n'ont pas de médicaments, ils ont à peine ils mangent. Quand on les revoit, ils sont méconnaissables. Ce rapatriement, coordonné par l'Organisation internationale pour les migrations et le gouvernement camerounais, s'articule autour d'un projet financé par l'Union européenne. Le programme dispose de quelques ressources pour accompagner les migrants donc dans le cadre d'une réinsertion économique. Et ceci peut être soit par la mise en place d'activités génératrices de revenus, que ce soit individuel ou par des projets communautaires. Pour les personnes à long terme des financements directs des activités, il est prévu leur référencement vers les structures capables de les aider. On va donc revenir sur cette prise en charge économique de ces enfants prodiges rentrés au pays. Mais j'ai quand même une interrogation, Bertrand. Est-ce que le mal-être justifie véritablement que les gens prennent de tels risques et se retrouvent dans de telles conditions dans le désert libyen? Est-ce que ça, le mal-être justifie cela? Oui, le mal-être seul ne peut pas justifier cela. Parce que quand on scrute les milieux de ces migrants, on se rend compte que ce ne sont pas des gueux
à proprement parler. Parce que pour mobiliser 4 000 euros, c'est à peu près 3 millions de francs CFA. C'est des gens qui ont une activité commerciale, une activité parfois qui peut générer des revenus qui peuvent leur permettre de faire des petits placements pour pouvoir évoluer. Le problème, c'est un climat et même un discours qui est propagé autour du Cameroun et des affaires. Les jeunes se disent non, c'est bloqué, il n'y a rien à faire, on ne peut rien, c'est sans Pourquoi issue. vous restez? Vous êtes jeune? Nous restons parce que nous croyons que quelque chose de positif peut se faire dans ce pays. Justement, je ne suis pas d'accord qu'il y ait ces départs tous azimuts, qu'il y ait cet abandon généralisé des jeunes qui s'en vont. Parce que en réalité, si on abandonne le combat qui est celui de pouvoir s'en sortir au Cameroun, c'est vrai qu'il y a des difficultés qui ne sont pas d'ailleurs l'exclusivité du Cameroun. Il y a des problèmes qui sont globaux, qui concernent le monde. Le Cameroun est engagé dans ce monde-là. C'est vrai qu'il y a des nuances et des spécificités à la camerounaise qui peuvent inspirer ou alors provoquer la frustration. Peut-être au niveau des affaires. Vous vous souvenez que la modification de la loi, il y a quelque temps, a durci un peu l'affaire au niveau du système ou alors du système D. Parce qu'on parle du registre de commerce qu'il faudra brandir. Donc si les impôts commencent à être rigoureux à ce niveau-là, vous verrez que personne ne pourra plus vendre les oignons ou la tomate au bord de la rue. Donc c'est la débrouille qui est un peu gênée là. Et à ce niveau donc, on peut se rendre compte qu'il y a ce choc. Et maintenant aussi, quand on scrute le milieu des affaires du commerce, il y a, quelqu'un vous dira qu'au niveau de Yaoundé, il y a un gros investissement qui est fait par le délégué du gouvernement en termes de construction des espaces commerciaux pour permettre... Et qui sont abandonnés, qui ne sont pas occupés, les jeunes n'y vont pas. Ils sont abandonnés parce que ça coûte extrêmement cher. Est-ce que ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas faire l'effort nécessaire? C'est-à-dire qu'on n'a pas la culture de payer l'impôt. On se refuse à payer l'impôt. Le problème, c'est que ça coûte assez cher pour ceux qui se débrouillent. Et la plupart du temps, ce sont les mêmes qui occupent tous ces espaces. Et qui font de la surenchère par derrière. Lorsqu'on fait le ratio, on se rend compte que finalement, c'est les mêmes qui prennent tous les espaces. Et ça se retrouve entre les mains d'une catégorie et pendant qu'une autre est lésée. Donc c'est autant d'éléments qui font qu'il y a une frustration qui se développe et certains qui n'ont pas, je ne vais pas dire le courage, mais qui n'ont pas assez de morale pour résister à la bourrasque, peuvent se dire, écoutez, il n'y a plus rien à faire. Surtout qu'en face, vous avez des vendeurs d'illusions qui sont prêts. Parfois c'est des membres de famille, parfois c'est la diaspora qui revient ici et vendent un rêve. Ils vous disent non, écoutez, moi ça se passe très bien là où je suis, il y a de l'emploi, vous venez pour le petit boulot que vous faites là, vous serez payé 3 fois plus que ce que vous recevez ici. Et donc le mieux pour vous serait de venir, de vous prenez la route, parce que par la voie normale, légale, c'est très compliqué, l'obtention des visas et tout le reste. Moi j'ai une filière, vous payez tant, vous venez, on va vous assurer un trafic ou alors une route qui vous sera bien dessinée pour arriver en Europe. Et les jeunes prennent les risques, mais malheureusement... les jeunes sont tentés, parce que lorsqu'il fait une comparaison, il met sur la balance, c'est qu'il vit au quotidien entre l'Amérique qui passe tous les jours, parfois 2-3 fois par jour, et les impôts qui arrivent de temps à autre, ça devient compliqué à gérer. Sauf que Bertrand, il n'y a pas que ces débrouillards qui prennent la route. Et M. Tchalala dit tout à l'heure, Yves Tchalala dit, il n'y a pas que les débrouillards qui prennent la route. Il y a même parfois les enfants, les fils de famille. Permettez-moi de le dire, Yves Tchalala. Est-ce qu'on peut donc comprendre qu'un fils de famille aujourd'hui, qui bénéficie d'un confort normal, il a une maison, j'en ai entendu, j'en ai vu quelques-uns, c'est-à-dire quelqu'un qui abandonne le domicile familial où il était à l'aise, il bénéficiait de tout l'encadrement nécessaire de la part de sa famille et qui décide comme ça d'aller en aventure en Europe. Est-ce que c'est normal aujourd'hui que cela revienne et qu'on pense que l'État doit les prendre en charge pour les repositionner d'une manière ou d'une autre? Alors là, il y a plusieurs problèmes qui sont posés. Il y a déjà ceux qui partent, le profil de ceux qui partent. Comme on l'a dit, ce profil, il est divers. On a parlé des aspects des sportifs, etc. Ceux-là, ils espèrent avoir une carrière. Ils se disent que dès qu'ils sont arrivés là-bas, ils peuvent avoir à faire des tests et forcément d'être retenus parce qu'ils pensent avoir du talent. Maintenant, il y a ceux qui sont les plus nombreux, souvent dans les profils, c'est ceux qui sont décrits là, qui ont des petites activités, mais qui manquent de perspective. Maintenant, je pense que ceux qui sont évoqués là par Mélanie, je crois que c'est quand même
peu assez marginal. Oui, c'est parti. Peut-être c'est le goût de l'aventure. Il y a des gens qui aiment il y a des bien, aventuriers il y a des aventuriers qui aiment bien voir un peu à quoi ça va ressembler avant de se rendre compte. Et c'est pour ça que je pense que les campagnes de sensibilisation, etc., sont importantes. Nous, on a eu un cas dans un lycée de Douala, là où nous sommes allés. Et on a vu une élève qui n'a pas de problème, l'école est bien payée, une école privée par les parents, etc. Mais qui a son ami qui a pris la route et qui lui a envoyé par le réseau social toute la route et les gens à contacter, etc. pour tout le parcours jusqu'en Espagne. Et donc c'était incroyable, elle avait tout ça retracé. Elle nous a dit, moi j'étais prête, mais c'est vrai que là, vous m'alertez un peu sur les dangers parce qu'elle ne m'a pas dit ça. Elle m'a dit, tu arrives au Nigeria, tu contactes elle, tu arrives au Niger, tu contactes elle, il faut prévoir tel montant pour traverser, etc. Et je ne savais pas que ça peut être aussi dangereux. Donc, il y a des cas comme ça, mais je pense quand même que ça peut être marginal par rapport à la majorité constituée quand même des personnes qui se débrouillent, qui ont ces petites activités. Christian, est-ce que le goût d'ailleurs de l'aventure là, c'est un fondement existentiel aujourd'hui pour les jeunes Camerounais qui ont envie de partir absolument, abandonner le pays, partir, aller voir ailleurs? Vous savez, lorsqu'on a 25 ans, 21, 25, 30 ans, c'est l'âge, on a le goût de l'aventure, que ce soit au Cameroun ou ailleurs. On veut réussir, on pense à l'avenir, on est prêt à prendre des risques. Et pour beaucoup, lorsqu'ils essayent de faire une petite activité et ils s'en donnent pas, un peu trompés par les images qu'on voit à la télé, les témoignages des uns et des autres, on se dit, mais pourquoi pas essayer? Yves Tchalla nous apprend aussi qu'il y a des migrations amoureuses, ça je ne savais pas. Oui. On ne peut pas nécessairement encourager, mais il faut dire que le contexte social devient de plus en plus difficile. Mais j'ai l'impression qu'on tourne en rond là et qu'on trouve systématiquement des excuses à ceux qui partent. Non, pas du tout. C'est quand même une infime partie des jeunes Camerounais qui s'en vont. Ou alors des jeunes Africains. Bon, du moins la justification tient. Il n'est pas très aisé aujourd'hui pour les jeunes de s'employer. Les chiffres du chômage, on les connaît. On les connaît aussi ailleurs, même en Occident. Tout à fait. D'où la nécessité d'aller voir l'Occident où ça semble un peu plus facile. On se dit que s'ils vendent les arachides à Yaoundé, s'ils vendaient ces mêmes arachides à Paris, peut-être, étant donné que 1 euro représente 650 francs, il aurait une plus-value qui pourrait lui profiter à lui et profiter à sa famille au pays. Donc, c'est pas pour justifier l'acte, mais c'est pour essayer de comprendre ce qui peut amener un jeune à partir. Et évidemment qu'on peut pas valider ça, on ne peut pas encourager, mais c'est la réalité sociale est que le contexte est difficile et qu'on doit tout faire pour l'améliorer et permettre aux jeunes de rester ici, non sans oublier la sensibilisation qui est nécessaire. Oui, on va marquer un second temps d'arrêt sur ce plateau de scène de presse, le temps de vous proposer donc cet extrait du chargé d'affaires de l'ambassade de Libye à Yaoundé, le chargé d'affaires de l'ambassade de Libye qui revient sur la responsabilité qui est celle de son pays dans ce qu'on a vu depuis quelque temps, ce qui a fait le tour du monde, des jeunes Africains noirs vendus comme esclaves aux enchères pratiquement, à 400 francs, 300 francs, 300 000 francs CFA, 400 000 francs CFA, un homme vendu à 400 000 francs CFA, ce qui a défrayé la chronique et a suscité beaucoup de réactions à travers le monde. On a vu des chefs d'État réagir, des sportifs de renom réagir sur le sujet. On a vu des journalistes d'un certain niveau passer au devant de la scène, des artistes pour décrier et dénoncer cet esclavage qui sévit encore au XXIe siècle en Afrique et certains disent que ça se passe également ailleurs. Pour l'ambassadeur, le chargé d'affaires à l'ambassade de Libye à Yaoundé, ce qui se passe dans son pays est tout simplement la faute aux bandes armées qui envahissent son territoire depuis quelque temps. Du moins, c'est ce qu'il a confié au micro de la CRTV. Il y a des bandes qui circulent, ça on le reconnaît dans le sud de la Libye, qui ne sont pas, cette partie qui n'est pas exactement sous l'autorité du gouvernement de la Libye actuellement, mais on essaie de la maîtriser pour arrêter. Mais il y a des bandes nationales et des bandes internationales organisées
qui travaillent pour le trafic des immigrés, qui travaillent et dans les pays africains et à l'intérieur même de la Libye. Nous recommandons à tous les Africains de rester chez eux et de ne pas prendre le risque d'entrer en Libye parce que le territoire n'est pas totalement sous le gouvernement. On essaye de tout maîtriser, mais on a encore besoin un peu de temps et on a surtout besoin des efforts de nos partenaires, que ce soit européens, avec qui on a des accords depuis 2006 pour lutter contre l'immigration clandestine, et dont les Européens n'ont jamais tenu promesse, n'ont jamais tenu engagement. Ils ont promis, mais ils ne se sont pas engagés sur la réalité. On exhorte la communauté internationale à nous aider à maîtriser cette situation. Vous avez donc suivi là le chargé d'affaires de l'ambassade de Libye à Yaoundé qui essaye de justifier en Libye en ce moment autour de ces migrants clandestins qui ont pratiquement envahi les côtes libyennes et qui essayent de rejoindre d'une manière ou d'une autre l'Europe. Et on l'a dit sur ce plateau, les migrants sont de retour. Un peu plus de 350 Camerounais sont de retour au pays. Ils sont pris en charge pour beaucoup d'entre eux. En ce moment, prise en charge psychologique et sanitaire pour l'instant. On parle des projets à venir qui pourraient avoir une prise en charge économique et le représentant de l'OIM sur ce plateau est en train de développer là-dessus. Qu'est-ce qui sera fait concrètement? Comment ces jeunes devront s'y prendre s'ils veulent bénéficier d'un appui financier en ce qui concerne le montage de quelques projets que ce soit afin de se réintégrer dans la société camerounaise et avoir de quoi survivre tout seul? Merci. Le processus, d'abord, c'est de discuter et de dialoguer avec chaque migrant. De pouvoir, à partir d'un certain temps, comprendre son projet de vie, son projet économique en termes d'activités génératrices de revenus. Et là, nous travaillons dans un petit comité avec le ministère de la Jeunesse et aussi le ministère de la Promotion de l'Emploi, pour essayer d'encadrer les migrants à pouvoir choisir les créneaux et les secteurs porteurs. Parce qu'il ne s'agit pas de mettre en place une activité génératrice de revenus, mais il faut bien l'orienter pour qu'elle puisse produire véritablement. Et donc, il y a ce préalable qui devrait être fait, et ensuite, ce comité valide les dossiers. Donc, comme je vous disais tantôt, nous prévoyons donc la réinsertion socio-économique de 850. Donc ces 850 effectivement vont être validés par ce comité. Et donc nous pensons qu'il faut donner la priorité à ceux qui arrivent. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on va mettre un projet et attendre, mais je pense que le focus sera mis sur les gens qui arrivent et rapidement de pouvoir trouver un mécanisme de pouvoir réinsérer économiquement ces gens-là. Donc on a un plan d'affaires qui est actuellement, il y a certains qui sont déjà dans ce processus où nous sommes en train d'élaborer avec le migrant un plan d'affaires économique. Et ce plan d'affaires va déterminer quelle activité il veut faire, comment il pense mener l'activité et que les conseillers en termes de réinsertion socio-économique devraient voir si le secteur choisi est porteur d'abord et voir aussi l'étude de faisabilité. Et à partir de là, jusqu'à concurrence de l'enveloppe disponible pour nous, on peut financer ce projet. Je pense que vous allez venir sur quelle est l'enveloppe, parce que oui, je sais que... qu'est-ce qu'on peut leur donner? Est-ce que c'est des projets individuels? Est-ce que ce sont des projets groupés? Est-ce qu'ils doivent se constituer en groupe pour mener ces projets-là? Est-ce que c'est chacun qui mène son projet et vient auprès de vous? Et comment ça va se passer concrètement? En fait, notre expérience a montré que les gens réussissent mieux quand ils sont dans des projets communautaires, quand ils se regroupent. Les projets communautaires ne veulent pas dire forcément des activités, parce que deux fois, il y a une petite confusion que les gens font entre les activités HIMO, donc les activités à haute intensité de main-d'œuvre, ce sont des activités qui sont mises en place dans certains contextes, mais dans le cadre de la réintégration, ils peuvent aussi être en petites coopératives. Et ces coopératives permettent justement de pouvoir mutualiser les efforts et vraiment de créer une entreprise, exactement, et de pouvoir créer des entreprises un peu plus solides, parce que les activités individuelles quelquefois elles sont fragiles. Mais effectivement, il y a certains qui ont des activités individuelles qui sont assez pertinentes, qu'on peut bien sûr soutenir. Donc nous encourageons, parce que c'est un travail d'équipe, y compris avec les retournés,
Nous encourageons à ce qu'ils puissent se mettre en groupe pour pouvoir mettre en place des activités. Et là, nous voyons des secteurs porteurs tels que le secteur de l'agriculture. Il y a aussi le secteur des fermes agricoles. Donc je pense qu'il y a des experts pour ça qui permettent de canaliser ces migrants vers les secteurs porteurs. Maintenant, il y a ceux qui optent pour des activités individuelles si l'activité vraiment ne présente pas énormément de risques et que ça permet aux migrants de pouvoir se réaliser. Bien sûr, nous sommes là pour accompagner ces activités. Christian, est-ce que ce n'est pas un risque de donner de l'argent à ces jeunes qui, pour la plupart, semble-t-il, n'ont qu'une envie de repartir? Déjà, permettez que je fasse une petite précision. Au contact, nous étions pour le cadre de nos activités à baromètre communautaire, mais effectivement, lorsqu'on a approché ces jeunes, la première impression qu'on a, c'est que toutes les mesures prises par l'OIM sont presque inconnues de ces derniers. Ils ne sont pas au courant qu'il y a un futur après les 65 000 qu'on leur donne, après le fait qu'ils retrouvent la famille, qu'il y a des possibilités de monter des projets et peut-être de se voir financer. Ils ne sont pas au courant de ça. Mardi dernier, lorsque nous quittions l'hôtel, dans un établissement hôtelier où ils étaient logés, beaucoup n'étaient pas au courant de comment ça va se passer. Ils savaient, on leur avait dit que vous auriez une opportunité de vous constituer en groupe et recevoir des financements pour des projets, mais beaucoup ne savaient pas comment ça allait se passer concrètement. Parce que, permettez M. Bakar, parce que ils expliquent que lorsqu'ils sont partis de l'autre côté, on leur a dit, arrivé au Cameroun, vous recevrez $1000, 1000 euros. Et beaucoup ont pensé que c'était un financement individuel qu'on remettait à chaque personne. Mais arrivé au pays, on leur a remis dans le premier temps 65 000 francs qu'ils n'approuvaient pas d'abord, et le projet de les organiser en groupe n'était pas aussi apprécié. Mais maintenant, pour revenir à la question de est-ce que ce serait une bonne chose de leur mettre de l'argent, je dirais oui, pour leur réinsertion. Et ce serait aussi bien que l'État appuie cette initiative. Mais maintenant, les constituer en groupe, je crois que ce sera le plus difficile. Parce qu'entre eux, on a pu ressentir déjà quelques petites différences, quelques petites dissensions. Est-ce que ces jeunes sont en droit? Si vous permettez, je voudrais juste réagir parce que je pense qu'il faut réagir à chaud. En fait, en termes d'information, nous avons donné à chaque migrant et en 2 langues. Parce que, comme votre confrère l'a dit, c'est que la plupart des migrants, les migrants subsahariens sont les migrants les plus instruits, même en Europe. Donc, la plupart savent déjà lire et écrire. Nous avons fait des fiches d'information. Chaque migrant à l'arrivée, et vous pouvez le vérifier à travers vos caméras parce que les journalistes étaient là, nous donnons à chaque migrant une fiche d'information dans laquelle il y a les informations sur tout le processus. Parce que nous pensons que l'information, à chaud peut-être il ne va pas assimiler toute l'information, mais que quand il va rentrer à la maison, il a une fiche, il prend le temps de bien lire. Donc cette fiche, vous pouvez vérifier, nous avons donné cette fiche à tous les migrants. Maintenant, pour revenir sur la question de les mettre en groupe, je disais que nous encourageons. Cela ne veut pas dire que nous demandons forcément aux gens de se mettre en groupe. Nous encourageons, et s'il y a des gens qui pensent qu'en groupe ils peuvent réussir, nous l'encourageons. Mais il n'est pas dit que ceux qui seront dans des projets individuels ne seront pas accompagnés. Ce n'est pas une condition pour la réintégration. C'est vrai qu'il y a un problème de compréhension à leur niveau parce que les témoignages n'allaient pas dans ce sens-là. Donc il faudrait certainement poursuivre la sensibilisation et la communication autour de ce qui sera fait. Ma question tout à l'heure à Bertrand, c'était de savoir est-ce qu'aujourd'hui ces jeunes sont véritablement en situation de pouvoir poser des conditions. Voilà quand même des jeunes gens qu'on a sauvés, pour certains, de pratiquement une mort certaine, qu'on ramène au pays aux frais de l'État, aux frais des amis de l'État du Cameroun, et à qui on offre même une perspective. Qu'aujourd'hui, qu'on pense que ces jeunes sont en droit de poser des conditions et de poser un certain type d'exigences. Est-ce que vous comprenez cela? J'ai du mal, j'avoue que j'ai du mal à comprendre ces exigences de ces migrants, de ces frères qui reviennent au pays. Cela dit, une petite virgule avant de répondre à votre question, je voudrais dire aux représentants ici que, à l'observation quand même des chiffres qui sortent, finalement on se rend compte que beaucoup sont revenus seulement parce qu'ils avaient l'espoir de recevoir les 1000 euros. 1000 euros. En fin de compte, c'est cela. Et qu'ils sont revenus parce qu'ils se disaient qu'à la clé, ils auront 1000 euros et donc ils pourront remplacer ce qu'ils ont perdu et se relancer. Et vous voyez donc la déception au moment où ils ne reçoivent pas cet argent. Maintenant, pour répondre à la question, je dis je ne comprends pas
cette exigence, parce que justement, lorsqu'ils ont décidé de prendre cette aventure-là, d'aller en aventure, c'était pas avec le soutien de l'État. C'était une initiative personnelle, privée, parce qu'il y avait une ambition, un projet de vie, un rêve qui peut-être pouvait être réalisé de leur point de vue. Et donc ils ont mis leurs moyens personnels pour se déployer. Mais sauf que rendus au désert et que ça devenait difficile, ils se sont retrouvés en très grand nombre en difficulté. Et à ce niveau, donc, c'est devenu interpellateur pour l'État, parce que c'est l'image à la fin du Cameroun qui était justement mise en haut devant, parce que c'est les enfants du Cameroun. Et quelle que soit l'aventure qui est devenue un enfer ou alors qui s'est transformée en bêtise, il n'y a que c'est l'image du Cameroun. Et donc, à un niveau, on était un peu tenu de faire quelque chose. Maintenant, revenu au pays, je ne trouve pas qu'ils aient le droit, de mon point de vue, d'exiger quoi que ce soit de ce pays, parce que pendant qu'eux ils ont décidé de prendre le large, il y en a qui eux sont restés pour subir et supporter. Je vous assure, la radio où je travaille, Royal FM, est en plein cœur de la capitale, dans un secteur qui s'appelle Carrefour Camerco. Et là, il y a le marché du Mfundu qui est tout près. Je vous assure, les affres de la police municipale sont réguliers, c'est au quotidien. Vous aurez des commerçants qui courent avec des gros sacs sur la tête pour fuir la police municipale. C'est donc un travail, une souffrance quotidienne que d'autres ont accepté d'endurer pour contourner l'obstacle et trouver un moyen de s'insérer, de trouver une place dans cette société qui est difficile. Donc pendant qu'eux, ils ont pris le large et qu'ils reviennent, il me semble que un peu d'humilité les aurait aidés à prendre tranquillement ces 65 000 et aller rester d'abord à la maison pour réfléchir et se dire qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour se resocialiser. D'abord demander pardon pour le tort créé aussi au Cameroun, parce que lorsqu'ils sont mis en esclavage et qu'on se mette à tirer à boulet rouge sur l'État qui ne fait rien, parce que jusqu'à présent, beaucoup sont encore au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye, et au Niger et partout, ils sont très nombreux qui se retrouvent là-bas, et même au Proche-Orient. Et donc, pendant qu'on fait le reproche à l'État, il faut que ces gens s'amendent d'abord et acceptent d'accompagner aussi pour sensibiliser. Mais comprenez que ce n'est pas seulement une affaire du Cameroun. On a compris. C'est beaucoup de pays qui sont... Et pour revenir à la réintégration, madame, s'il vous plaît, nous n'avons jamais dit que ces gens ne vont pas bénéficier d'immigration, d'un paquet de réintégration. Et je voudrais que cela soit clairement entendu. C'est un processus Boubacar, qui va ça a été aboutir, entendu. C'est simplement, il fallait lever un certain nombre d'équivoques et redire ça comme ça, de cette manière-là. On marque l'avant-dernier temps d'arrêt, le temps pour nous de prendre le meilleur de l'info dans les meilleurs des tabloïds de la place. C'est la revue de presse que signe Daniel Menanga. La presse nationale crie au scandale des migrants africains vendus en Libye. Le Messager recueille les confessions des Camerounais. Torture, viol, xénophobie, leur séjour en Libye est marqué par des traitements déshumanisants. La Nouvelle Expression nous fait découvrir l'identité du Camerounais qui dénonce le trafic. John Dal Carter témoigne avoir contacté des institutions, certaines célébrités, mais personne n'a répondu favorablement à son appel. Et depuis la diffusion exclusive des images de John Dal Carter sur la chaîne de télévision américaine CNN, il est menacé de mort, confesse-t-il. L'histoire retiendra en tout cas que c'est de ce John-là qu'est venue la libération de 250 Camerounais de l'enfer. Le jour nous fait revivre en images le retour des migrants mardi dernier au Cameroun. Mais à peine arrivée, la question de la réinsertion reste préoccupante pour les migrants, prévient Baromètre communautaire. Cameroun Tribune condamne la pratique, l'immigration clandestine, une aventure à déconseiller. Stop à l'esclavage au XXIe siècle. Le quotidien national bilingue va plus loin et dénonce le développement de la vente des migrants aux enchères. La Libye en est même devenue la plaque tournante. Des accusations que l'ambassadeur Oups, plutôt le chargé d'affaires à l'ambassade de Libye au Cameroun, refute, comme on peut lire dans le quotidien Le Jour. Dr Mohamed Kitouni ajoute même que la Libye n'est pas la seule responsable de la situation en Afrique. Plus près de nous aussi, une bronca des députés de l'opposition a paralysé la reprise des travaux jeudi dernier à l'Assemblée nationale.
La Nouvelle Expression raconte comment le Social Democratic Front a bloqué l'Assemblée nationale. C'était en pleine présentation des travaux de la Commission des finances et du budget sur le projet de loi de règlement. Les députés SDF demandent le débat sur les revendications des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest avant le déroulement des travaux de la session. Alors que le projet de construction d'un nouveau siège est devenu une épée de Damoclès sur l'Assemblée nationale. C'est le feu qui a ravagé 5 étages du bloc administratif de l'Assemblée nationale qui tire la sonnette d'alarme sur le traitement du dossier en urgence, rappelle Baromètre communautaire. Vague de solidarité dans les colonnes de la Nouvelle Expression. Des personnalités de la République et du monde diplomatique témoignent leur solidarité aux sinistrés du drame de jeudi 16 novembre 2017. Coup de théâtre hors de nos frontières enfin. Le doyen, ou plutôt le plus vieux des chefs d'État en Afrique, démissionne. Mutation précise que Robert Mugabe abdique le mardi 21 novembre 2017 après des jours de résistance face à l'armée et la guerre psychologique entretenue au sein du ZANU-PF, parti au pouvoir. Pour le Messager, c'est la déchéance d'un héros d'Afrique. Pour la petite histoire, le père de l'indépendance de la colonie britannique en 1980 a dirigé son pays d'une main de fer pendant 37 ans. Muselant tous ses opposants et ruinant son économie, poursuit le Messager. Baromètre communautaire relève les temps forts du règne de Robert Mugabe. Entre 1980, l'arrivée et la descente aux enfers qui s'accélère en 2012, avec l'entrée en scène politique de Grace Mugabe, le camarade Bob Sifor a fini seul. À qui le tour, Baromètre communautaire s'interroge. Merci Daniel. Après le meilleur de l'info dans le meilleur des tabloïds de la place de la semaine, nous vous proposons ce qui va faire l'actualité ce lundi dans certains journaux, certains quotidiens du landerneau médiatique camerounais. Et c'est avec Agnès Solange-Abosso. Bonsoir Agnès. Bonsoir Mélanie. Que nous propose la presse? Alors, je vais droit au but. Bonsoir madame, monsieur et bonsoir. Alors, un tour d'horizon vite fait et bien fait des différentes publications nous permet d'aller donc du côté de l'éducation, de la politique et de l'économie pour donc analyser et décrypter les faits de ce côté-là, notamment en matière de contrôle d'échange. Éco Matin explique que les exportateurs craignent toujours une dévaluation du franc CFA malgré les injonctions des chefs d'État. Les entreprises exportatrices hésitent encore à rapatrier leurs fonds vers leur pays d'origine. Les observateurs voient en cela un déséquilibre déterminant comme celui qui pourrait guetter l'École nationale d'administration et de magistrature, l'ENAM, cette école prestigieuse dont les journaux font les choux gras cette semaine et les semaines à venir, selon donc défis actuels, à former des générations de hauts cadres à la compétence reconnue. Le journal dresse le portrait de quelques-uns d'entre eux issus de cet honorable moulin déontologique. Dans le même temps, c'est tout le secteur de l'éducation qui s'enrichit avec l'ouverture de l'École nationale supérieure polytechnique de Bamenda, de l'École de géologie d'exportation minière de Ngaoundéré et de l'École de génie chimique et des industries minérales de la même ville d'une part, d'autre part, la création de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de Tchang, c'est à l'ouest du Cameroun, et de la création de l'École nationale supérieure d'enseignement technique d'Ebolova dans le sud. Le texte intégral plaqué à la une du journal L'Essentiel ce lundi. En politique, pour finir, Mélanie, les faits se déroulent au Parlement avec cette interrogation à la une de mutation. Jusqu'où ira le SDF? Le quotidien explique que le Social Democratic Front veut bloquer les travaux au Sénat si la crise anglophone n'est pas inscrite au débat. Voilà donc pour les unes de ce 27 novembre 2017. Moi, je vous donne un rendez-vous en kiosque. Bonsoir. Merci Agnès Solange, merci pour cette primeur de l'information en kiosque ce lundi dans les meilleurs des kiosques de la ville de Yaoundé et de partout ailleurs au Cameroun. Le mot de la fin de ce débat, c'est avec vous Yves Tsala. Comment comprendre ce dont on a parlé aujourd'hui? Que doivent faire les pouvoirs publics pour amener les jeunes qui partent à rester au pays?
Mais on a parlé déjà du comité de gestion des cas. Parce qu'il faut déjà mieux structurer les retours. Je pense c'est très bien, comme l'a dit le docteur Souaïbou, qu'il y ait justement cette connexion, que ces programmes soient adossés aux programmes gouvernementaux pour qu'il y ait, n'est-ce pas, une bonne adéquation entre tout cela pour la suite, mais aussi le suivi de la société civile, je pense. Ce serait important parce que les programmes de retour souvent sont suivis sur une année, etc. Mais après, je pense qu'il faut davantage développer les points. Pour les pouvoirs publics, je crois qu'il faut mettre l'accent aussi sur la sensibilisation. Ce n'est pas uniquement l'affaire de la société civile, l'OIM. Il faut davantage sensibiliser les jeunes, communiquer sur les dangers de la migration irrégulière et aussi les voies de migration légale, une bonne migration documentée, etc. Merci Yves Salah, merci messieurs d'être venus sur ce plateau de scène de presse. Merci de nous avoir accordé votre attention à vous autres chers téléspectateurs. La presse quitte la scène. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre édition de scène de presse. Bonsoir, restez sur la CRTV. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition de Scène de Presse. Scène de Presse, la plateforme d'échange entre les hommes des médias et des invités triés sur le volet. À Scène de Presse, nous refaisons l'actualité de la semaine. Et cette semaine, c'est le retour au pays natal de quelques jeunes Camerounais, 250 pour être précis, qui a cristallisé l'attention de la scène médiatique et des observateurs de la scène sociale du Cameroun. Des jeunes gens rapatriés d'Égypte et revenus au pays après un séjour dans le désert libyen, ce qu'ils ont appelé là-bas l'enfer libyen. Le gouvernement camerounais, grâce aux bons soins de ses partenaires, à savoir l'Union européenne et l'Organisation internationale pour les migrations, ont donc réussi à faire rentrer ces jeunes 250 et comme vous le voyez à l'image, les jeunes Camerounais sont donc de retour et dans quelques jours, ils seront pris en charge par les autorités camerounaises afin de permettre leur réinsertion sociale et surtout leur donner les opportunités de reprendre une vie normale. Mais comment est-ce que ces jeunes pourront reprendre une vie normale dans notre pays? C'est la principale question et la trame de cette édition de Scène de Presse. Comment faire pour redonner l'amour de la patrie à ces jeunes Camerounais? Nous en saurons un peu plus sur ce plateau avec nos invités. Et justement, prenons le temps de découvrir ceux qui vont croiser le verbe sur le plateau de Scène de Presse ce soir. C'est sous la plume de Michel Fekeng et les images de Jean-Jacques Momha. Dr Boubacar Seybou est le chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations au Cameroun. Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, Dr Seybou a parcouru plusieurs États africains. La République démocratique du Congo, la Libye, l'Algérie sont entre autres des territoires qu'il maîtrise bien, en plus du Niger, sa terre natale. Plus d'une fois, il est intervenu dans le processus de résolution de conflits, en Libye notamment. Boubacar Seydou est titulaire d'un doctorat en sciences médicales et d'un DES en management obtenu tous les deux en Algérie.
Bertrand Owona. L'évocation de ce nom est significative pour les auditeurs de Royal FM. C'est la voix qui leur sert chaque midi des informations chaudes dans le cadre du journal Parler. Le présentateur de l'émission Regard sur l'actualité sur Royal FM est titulaire d'un brevet de technicien supérieur en journalisme obtenu à l'Institut Scientou Supérieur. Assis sur 10 années de pratique d'un journalisme responsable, Bertrand Owona est de cette nouvelle génération qui a conscience qu'une carrière se construit patiemment et par le travail acharné. Christian Djima de Tousson est journaliste et en est fier. Il a fait ses premiers pas dans le métier à la CRTV Poste Nationale, avant d'être ensuite reporter à Sky One Radio. D'après des informations contenues dans son CV, Christian Djima2 maîtrise l'écriture audiovisuelle et surtout est un as de la presse écrite. D'ailleurs, sa plume accroche l'attention des lecteurs du baromètre communautaire. L'ancien journaliste de l'hebdomadaire Repère est titulaire d'un brevet de technicien supérieur en journalisme obtenu en 2014 à l'Institut universitaire Scientou de Yaoundé. Yves Talla est enseignant à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Douala. Cet habitué des amphithéâtres a vite trouvé le lien entre l'économie et l'immigration. En 2006, il crée l'association Solutions aux migrations clandestines dont il est le président. Pendant plus de 10 ans déjà, Yves Talla travaille d'arrache-pied à la lutte contre l'immigration clandestine. Yves Talla est par ailleurs président de la Ligue régionale de basketball pour le centre. Merci Luchel et merci surtout à ces messieurs d'avoir accepté de venir sur le plateau de scène de presse ce soir. On va donc parcourir avec vous cette problématique liée à l'immigration clandestine au retour au pays natal de ces jeunes Camerounais rapatriés de Libye grâce à la magnanimité du gouvernement camerounais et surtout des partenaires au développement que sont l'Union européenne et l'Organisation internationale pour les migrations. Mais avant de commencer notre débat sur ce plateau, je vous signale à nos téléspectateurs qu'on aura nos rubriques habituelles, à savoir la revue de presse que va signer Daniel Menanga, le zooming de la semaine. On va revenir sur ce reportage et les témoignages de ces migrants rentrés de Libye. Et le focus de la semaine, ce sera l'ambassadeur, je veux dire le chargé d'affaires de Libye à l'ambassade de Libye ici à Yaoundé. Et nous aurons bien sûr les unes de la semaine, les unes que va nous présenter Agnès Solange Abesso. La première question sur ce plateau, je vais la poser au docteur Boubacar. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement comment s'est passée cette opération de retour des migrants? Vous êtes la cheville ouvrière, l'Organisation internationale pour les migrations. C'est vous qui avez, si je m'en tiens aux informations que nous avons reçues, c'est vous qui étiez au centre du processus, qui est au centre parce que ce n'est pas tout à fait terminé. Comment ça s'est passé ce retour des migrants? On en a déjà eu 250, 40 avant, donc nous sommes à 290 Camerounais qui sont déjà rentrés. Je vous remercie, madame, pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir nous exprimer sur une question aussi importante et qui défraie la chronique. Je pense que l'Organisation internationale pour les migrations intervient dans le cadre de la gestion des flux migratoires et travaille dans le sens de pouvoir aider les différents gouvernements à pouvoir mieux protéger ces migrants dans les pays de transit que sont la Libye, le Niger, le Burkina Faso et aussi la Mauritanie et le Mali. Donc c'est pour vous dire que la question ne dure pas de 2 semaines ou d'une semaine. Nous savons très bien, et nous, en tant qu'Organisation internationale pour les migrations, à travers notre bureau en Libye, nous avons commencé les opérations de rapatriement humanitaire des migrants depuis quelque chose de 6 mois, mais on a intensifié les 3 derniers mois. Donc nous avons un programme financé par l'Union européenne à travers le fonds fiduciaire qui nous a permis de démarrer la présente opération qui a débuté en juin. Et de juin à ce jour, nous avons déjà facilité le retour de plus de exactement 355 migrants camerounais. Donc les chiffres, pour être plus exacts, avant les
40 dont vous avez mentionné les 250, il y a eu d'autres, mais qui n'ont pas, où il n'y a pas eu tellement d'effet médiatique, puisque je pense que ce qui a intensifié un peu le débat, c'est les dernières informations. Oui, cette vidéo de CNN qui a fait le tour du monde, où on a vu des jeunes Africains pris en otage, vendus comme esclaves du côté de la Libye. Ça me permet justement de me demander à Bertrand ce qu'il en est exactement. Que vous ont dit ces jeunes qui sont rentrés? Comment ils ont fait pour se retrouver pris comme esclaves en Libye? Et déjà, comment ils sont sortis de cet esclavage pour se retrouver entre les mains de l'Organisation internationale des migrations? Oui, bonsoir Mélanie, bonsoir à tous les téléspectateurs de la CRTV. Merci pour l'invitation. Il faut dire que lorsqu'on rencontre ces personnes-là, d'abord on est frappé par beaucoup d'émotions, de voir le caractère défraîchi sur le plan physique que ces personnes peuvent présenter, eu égard justement à leur traitement, au traitement qu'ils ont subi. Mais en discutant avec ces personnes, parce qu'on veut vraiment comprendre comment cela se passe, qu'elles se retrouvent du côté des personnes qui sont membres des réseaux de trafic ou alors de passe. Alors, ils expliquent clairement que au départ du Cameroun, c'est des gens qui avaient des activités, qui parfois vendent leurs fonds de commerce, et les familles sont mises à contribution. Et souvent, c'est des cotisations. On entre en contact avec des tontines et on rassemble une certaine somme d'argent qui leur permet de payer la route, parce que c'est pas gratuit de partir de Yaoundé pour atteindre, c'est pas moi, les côtes libyennes. C'est pas gratuit, ça coûte cher. Et donc, c'est des gens qui prennent le temps de rassembler de l'argent et se mettent donc en route. Alors, ce qui se passe sur le terrain, à les écouter, c'est que à l'origine, lorsqu'elles arrivent à ces endroits-là, l'objectif n'est pas de rester en Libye ou au Maroc ou en Tunisie ou en Algérie. L'objectif, ou en Mauritanie, l'objectif c'est d'atteindre l'Europe. Alors, à ce niveau-là, donc, il y a un obstacle, c'est que l'Occident, qui a une politique migratoire assez rude ces derniers temps, avec les fermetures totales des frontières, il y a donc un système de trafic, un trafic qui se met donc en branle. Généralement, ils vous disent que les forces régulières, surtout au niveau de la Libye, on sait que c'est un pays exsangue, qui a des problèmes de stabilité aujourd'hui, et donc il y a beaucoup de bandes armées qui écument ce territoire. Et lorsque un migrant est en contact avec les forces régulières, tout de suite, il sera rapatrié, parce que les forces régulières vont entrer en contact avec le gouvernement, vous êtes en situation irrégulière, vous serez rapatrié au Cameroun. Et donc, les migrants eux-mêmes décident, parce qu'ils sont... de prendre contact avec les forces, les rebelles, on va dire ça comme ça, quoi. Les bandes armées les bandes armées qui écument, eux-mêmes décident de prendre contact avec les rebelles, parce qu'à travers les rebelles, comme c'est des bandes armées qui ont besoin de pécune pour s'entretenir et tout cela, donc le trafic est également une autre forme de financement. Et donc, les migrants vont donc volontairement auprès des rebelles qui leur servent donc de passe. Et à ce niveau, ils vous expliquent qu'il y a deux types de rebelles. Il y a des rebelles qui sont véritablement négatifs, très méchants, qui eux, en plus de l'argent qu'ils vous estorquent, vont vous infliger des tortures, des sévices humains, parce qu'ils sont racistes, ils ont des appréhensions vis-à-vis des Noirs, et là-dedans, donc, ils vous introduisent dans des filières qui sont liées à la vente des hommes, l'esclavage, la traite et tout le reste. Et il y a une catégorie de rebelles qui sont assez positifs, qui ont encore le sens de l'humanité, qui vont effectivement, moyennant votre rançon, vous conduire sur des pistes qui vous permettront donc d'atteindre l'Europe. Et malheureusement, depuis que la Libye est dans une instabilité quasi généralisée, c'est pas toujours évident qu'on puisse atteindre l'Europe. C'est de moins en moins évident de trouver un rebelle qui va vous permettre d'intégrer la filière, qui va vous aider à atteindre l'Europe. Donc de plus en plus, c'est des rebelles qui font le rançonnage pour alimenter la filière de l'exploitation des hommes. Yves Chala, vous travaillez depuis plusieurs années autour de ces migrations clandestines. Vous menez des campagnes de sensibilisation. Je suppose que vous êtes entré en contact avec quelques-uns de ces jeunes rentrés de Libye. Est-ce que vous comprenez que des jeunes soient prêts à souffrir autant sous le prétexte d'aller retrouver l'Eldorado du côté de l'Occident? Bonsoir Mélanie, bonsoir à tout le panel. Comprendre,
Non, c'est toujours difficile de comprendre, mais à force de discuter avec eux, on arrive à sentir un peu quelles sont les perceptions de ce qui se passe là. Donc, quand on a commencé les campagnes de sensibilisation assez tôt, on a voulu discuter justement avec les migrants de retour ou des migrants potentiels pour essayer de comprendre ce qui pouvait amener des gens à perdre ou risquer ce qu'ils ont de plus cher, à savoir leur vie, pour prendre cette route-là. Et des différentes études et analyses qu'on fait, on se rend compte qu'en fait, le plus souvent, comme il a très bien décrit, c'est des gens parmi les plus entreprenants. Nous, on s'est posé la question parce que lorsqu'on a vu au Maroc, on a vu dans différents pays, on s'est dit, OK, les gens partent à cause des inégalités structurelles parce que les gens aspirent à ce qui est mieux, on va d'une condition moins bonne à une autre, etc. Mais après, on a quand même regardé les migrants qui étaient là. OK, il y a les demandeurs d'asile, etc., des pays où les gens sont persécutés. Et puis, il y a les autres pays où les migrants sont dits économiques. Et lorsqu'on a vu les nationalités de ces pays, on s'est dit que ce n'étaient pas les pays parmi les plus pauvres. Et du coup, ça nous a intrigués. Et maintenant qu'on a rencontré ces migrants, on a même compris aussi que ce n'est pas les personnes les plus pauvres de ces pays qui prennent ces risques. Qui prennent ces risques. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui étaient déjà très entreprenants, qui avaient des petites activités, mais c'est des gens qui ne sentent pas des perspectives futures au pays où ils sont. Ils sont dans les activités informelles peut-être et ils ne sentent pas que dans le moyen terme ou dans le long terme, il va y avoir une amélioration de la situation. Et du coup, ils se projettent sur une idée de se dire que à partir du petit capital qu'on fait, on va pouvoir maintenant investir vers quelque chose qu'on estime plus durable. Et ils sont encouragés en cela par des exemples concrets des personnes qu'ils ont vues, parce que nous, on voit la partie de ceux qui disparaissent et ils voient l'autre partie de quelques-uns qui roulent carrosse, qui construisent des immeubles. Et qui, voilà, qui étaient dans la même situation et qui arrivent maintenant à faire d'autres choses et qui montrent que voilà un peu leur statut a changé, et aussi le regard maintenant que ces autres-là ils ont quand ils reviennent au Cameroun. Après tout ça, pour ceux qui reviennent, s'il y en a qui ont réussi à régulariser les situations ou pas, et ils voient que le regard vers eux n'est pas magnifique, on les prend de haut, et pourtant ces autres-là maintenant quand ils viennent dans les familles, dans le regard des autres, etc., il y a quelque chose de différent. Donc je pense que évidemment les projets migratoires sont individuels, hein, mais quand on essaie d'agréger, et particulier, mais quand on essaie d'agréger, je pense que le plus souvent c'est cet aspect qui ressort, c'est le manque de perspective vraiment par rapport à l'avenir sur place. Oui, Christian, vous êtes aussi entré en contact avec ces migrants rentrés au pays. Il y en a qui, vous avez collecté quelques témoignages, on l'a lu dans Baromètre Communautaire cette semaine. Qu'est-ce qu'ils vous disent concrètement? Déjà, bonsoir et salut à tous vos téléspectateurs, nombreux à travers le monde. Il faut dire qu'ils ne sont pas toujours, ce ne sont pas toujours eux qui font le premier pas vers les terroristes et autres. Il y en a qui sont happés de leur entrée en Libye parce qu'il faut savoir que les mouvements terroristes qui sont là ont déployé leurs éléments au niveau des frontières, sachant qu'il y a beaucoup d'étrangers qui veulent prendre la mer. Et donc, moyennant une somme, on vous promet l'Eldorado, et après vous êtes happé, vous vous rendez compte que vous êtes plutôt pris en esclavage que de suivre le circuit que vous avez sollicité. Ces jeunes, ils disent fuir la galère au pays. Le pays est difficile, ils souffrent des conditions de chômage, ils souhaitent pour beaucoup avoir une éducation améliorée à l'occidental, du moins ce qu'ils voient à la télé. Beaucoup sont des sportifs qui rêvent d'une carrière professionnelle en Europe. Beaucoup sont des commerçants et veulent continuer là-bas. Beaucoup sont des conducteurs, des chauffeurs et tout. Ils se disent que en Europe, ils gagneraient mieux leur vie et ils feraient grandir davantage leur famille. Mais maintenant, de retour au pays, ce qu'on a pu constater, c'est que l'envie de repartir n'est pas si loin. On va revenir là-dessus. Est-ce que maintenant, ceux qui sont rentrés, ils vous disent quoi? Ils sont rentrés volontairement ou alors ils ont été obligés de revenir? Volontairement, puisque tous saluent l'initiative de les ramener au pays.
déjà pour eux, on les a sortis de la gueule du loup. Ils sont très ravis. Maintenant, si vous permettez que j'y aille, à leur arrivée déjà, il y a une inquiétude qui se pose parce que quand nous les trouvons, ils sont heureux d'être revenus au pays, mais ils se demandent what next? Quoi pour la suite? Nous sommes à l'hôtel, nous ne sommes pas nourris. Contrairement aux 1000 € qu'on nous a promis, nous recevons 65 000 francs. Dit-on pour gagner nos familles et après, plus rien. Beaucoup d'eux n'ont pas de contact. Ça nous permet justement de poser cette question au docteur Boubacar Sebou, qui est représentant de l'OIF ici au Cameroun, justement qui est au centre de ce processus. Parce qu'effectivement, ce qu'on a entendu et que l'OIM a dit, c'est qu'on donnait 65 000 francs à ces jeunes, c'est-à-dire 100 € pour qu'ils puissent rejoindre leur famille. Dès qu'on leur a donné ces 100 € là, qu'est-ce qu'ils vont devenir plus tard? Est-ce qu'il y a un accompagnement spécifique et particulier pour eux? Merci beaucoup. En fait, ce programme prévoit plusieurs volets. Le premier volet, et qui est vraiment humanitaire et urgent, c'est de pouvoir faire sortir, comme votre confrère l'a si bien dit, c'est de pouvoir faire sortir ces gens dans cette situation extrêmement précaire et dangereuse et de pouvoir les ramener dans leur famille. Donc le retour est strictement volontaire. Nous saluons en tout cas l'effort du gouvernement qui quand même délivre les documents de voyage et qui est vraiment le lead dans ces opérations. Nous sommes une organisation qui appuie l'État pour pouvoir contribuer, donc en tant que aussi en tant qu'agence des Nations Unies, de pouvoir donc aider les différents États à pouvoir améliorer donc le retour donc de leurs compatriotes. Donc à cet effet justement, donc la première étape, comme je le disais, c'est de pouvoir faire rentrer les gens donc d'une manière digne. Et maintenant, la deuxième étape, nous avons l'accueil. Et comme vous avez vu au niveau donc de l'aéroport, l'accueil est pluridisciplinaire. Oui, les gens ont été affectés sérieusement. Il y a certains qui sont malades et par en tout cas l'appui donc du ministère de la Santé, ils ont été pris en charge au niveau des différentes structures sanitaires. Nous avons aussi certains qui ont, et la plupart, qui ont des atteintes psychologiques assez graves. Je pense qu'ils ont vécu un traumatisme sévère. Et donc, pour nous, c'est vraiment de pouvoir donner à travers l'accueil et les différents soutiens, que ce soit médical et psychosocial, un appui donc, pour ces gens à l'arrivée. Et par la suite, les 65 000 dont vous avez fait cas, effectivement, nous donnons ces 65 000 pour permettre à chaque migrant de pouvoir regagner sa famille. Ça, c'est la deuxième étape. Maintenant, la troisième étape s'intéresse à leur projet de réintégration. Donc, notre processus ne prévoit pas qu'à l'arrivée, on donne de l'argent liquide à un migrant pour qu'il puisse entreprendre une activité génératrice de revenus. Notre expérience a montré que les migrants, une fois qu'ils rentrent, ne sont pas là pour montrer que les gens ne sont pas assez responsables, mais nous avons quand même une grande expérience à travers le monde. Nous pensons qu'il y a un minimum de délai qu'il faut laisser observer avant de pouvoir... Vie au quotidien entre la mairie qui passe tous les jours, parfois 2-3 fois par jour, et les impôts qui arrivent de temps à autre, ça devient compliqué à gérer. Sauf que Bertrand, il n'y a pas que ces débrouillards qui prennent la route. Et M. Tchalala dit tout à l'heure, Yves Tchalala dit, il n'y a pas que les débrouillards qui prennent la route. Il y a même parfois les enfants, les fils de famille. Permettez-moi de le dire, Yves Tchalala. Est-ce qu'on peut donc comprendre qu'un fils de famille aujourd'hui, qui bénéficie d'un confort normal, il a une maison, j'en ai entendu, j'en ai vu quelques-uns, c'est-à-dire quelqu'un qui abandonne le domicile familial où il était à l'aise, il bénéficiait de tout l'encadrement nécessaire de la part de sa famille et qui décide comme ça d'aller en aventure en Europe. Est-ce que c'est normal aujourd'hui que cela revienne et qu'on pense que l'État doit les prendre en charge pour les repositionner d'une manière ou d'une autre? Alors là, il y a plusieurs problèmes qui sont posés. Il y a déjà ceux qui partent, le profil de ceux qui partent. Comme on l'a dit, ce profil, il est divers.
on a parlé des aspects des sportifs, etc. Ceux-là, ils espèrent avoir une carrière. Ils se disent que dès qu'ils sont arrivés là-bas, ils peuvent avoir à faire des tests et forcément d'être retenus parce qu'ils pensent avoir du talent. Maintenant, il y a ceux qui sont les plus nombreux, souvent dans les profils, c'est ceux qui sont décrits là, qui ont des petites activités, mais qui manquent de perspective. Maintenant, je pense que ceux qui sont évoqués là par Mélanie, je crois que c'est quand même assez marginal. Oui, c'est parti. Peut-être c'est le goût de l'aventure. Il y a des gens qui aiment bien... Il y a des aventuriers qui aiment bien voir un peu à quoi ça va ressembler avant de se rendre compte. Et c'est pour ça que je pense que les campagnes de sensibilisation, etc. sont importantes. Nous, on a eu un cas dans un lycée de Douala là où nous sommes allés. Et on a vu une élève qui n'a pas de problème, l'école est bien payée, une école privée par les parents, etc. Mais qui a son ami qui a pris la route et qui lui a envoyé par le réseau social toute la route et les gens à contacter, etc. pour tout le parcours jusqu'en Espagne. Et donc c'était incroyable, elle avait tout ça retracé. Elle nous a dit, moi j'étais prête, mais c'est vrai que là, vous m'alertez un peu sur les dangers parce qu'elle ne m'a pas dit ça. Elle m'a dit, tu arrives au Nigeria, tu contactes elle, tu arrives au Niger, tu contactes elle, il faut prévoir tel montant pour traverser, etc. Et je ne savais pas que ça peut être aussi dangereux. Donc, il y a des cas comme ça, mais je pense quand même que ça peut être marginal par rapport à la majorité constituée quand même des personnes qui se débrouillent, qui ont ces petites activités. Christian, est-ce que le goût d'ailleurs de l'aventure là, c'est un fondement existentiel aujourd'hui pour les jeunes Camerounais qui ont envie de partir absolument, abandonner le pays, partir, aller voir ailleurs? Vous savez, lorsqu'on a 25 ans, 21, 25, 30 ans, c'est l'âge, on a le goût de l'aventure, que ce soit au Cameroun ou ailleurs. On veut réussir, on pense à l'avenir, on est prêt à prendre des risques. Et pour beaucoup, lorsqu'ils essayent de faire une petite activité et ils ne s'en donnent pas, un peu trompés par les images qu'on voit à la télé, les témoignages des uns et des autres, on se dit, mais pourquoi pas essayer? Yves Tchalla nous apprend aussi qu'il y a des migrations amoureuses. Ça, je ne savais pas. On ne peut pas nécessairement encourager, mais il faut dire que le contexte social devient de plus en plus difficile. Mais j'ai l'impression qu'on tourne en rond là et qu'on trouve systématiquement des excuses à ceux qui partent. Non, pas du tout. C'est quand même une infime partie des jeunes Camerounais qui s'en vont. Ou alors des jeunes Africains. Bon, du moins, la justification tient. Il n'est pas très aisé aujourd'hui pour les jeunes de s'employer. Les chiffres du chômage, on les connaît. On les connaît aussi ailleurs, même en Occident. Tout à fait. D'où la nécessité d'aller voir l'Occident où ça semble un peu plus facile. On se dit que s'il vend les arachides à Yaoundé, s'il vendait ces mêmes arachides à Paris, peut-être, étant donné que 1 euro représente 650 francs, il aurait une plus-value qui pourrait lui profiter à lui et profiter à sa famille au pays. Donc, c'est pas pour justifier l'acte, mais c'est pour essayer de comprendre ce qui peut amener un jeune à partir. Et évidemment qu'on peut pas... On ne peut pas valider ça, on ne peut pas encourager, mais c'est la réalité sociale est que le contexte est difficile et qu'on doit tout faire pour l'améliorer et permettre aux jeunes de rester ici, non sans oublier la sensibilisation qui est nécessaire. Oui, on va marquer un second temps d'arrêt sur ce plateau de scène de presse, le temps de vous proposer donc cet extrait du chargé d'affaires de l'ambassade de Libye à Yaoundé, le chargé d'affaires de l'ambassade de Libye qui revient sur la responsabilité qui est celle de son pays dans ce qu'on a vu depuis quelque temps, ce qui a fait le tour du monde, des jeunes Africains noirs vendus comme esclaves aux enchères pratiquement à 400 francs, 300 francs, 300 000 francs CFA, 400 000 francs CFA, un homme vendu à 400 000 francs CFA, ce qui a défrayé la chronique et a suscité beaucoup de réactions à travers le monde. On a vu des chefs d'État réagir, des sportifs de renom réagir sur le sujet. On a vu des journalistes d'un certain niveau passer au devant de la scène, des artistes pour décrier et dénoncer cet esclavage qui sévit encore au XXIe siècle en Afrique et certains disent que ça se passe également ailleurs. Pour l'ambassadeur, le chargé d'affaires à l'ambassade de Libye à Yaoundé, ce qui se passe dans son pays est tout simplement la faute aux bandes armées qui envahissent son territoire depuis quelque temps. Du moins, c'est ce qu'il a confié au micro de la CRTV.
Il y a des bandes qui circulent, ça on le reconnaît dans le sud de la Libye, qui ne sont pas, cette partie qui n'est pas exactement sous l'autorité du gouvernement de la Libye actuellement, mais on essaie de la maîtriser pour arrêter. Mais il y a des bandes nationales et des bandes internationales organisées qui travaillent pour le trafic des immigrés, qui travaillent et dans les pays africains et à l'intérieur même de la Libye. Nous recommandons à tous les Africains de rester chez eux et de ne pas prendre le risque d'entrer en Libye parce que le territoire n'est pas totalement sous le gouvernement. On essaye de tout maîtriser, mais on a encore besoin un peu de temps et on a surtout besoin des efforts de nos partenaires, que ce soit européens, avec qui on a des accords depuis 2006 pour lutter contre l'immigration clandestine, et dont les Européens n'ont jamais tenu promesse, n'ont jamais tenu engagement. Ils ont promis, mais ils ne se sont pas engagés sur la réalité. On exhorte la communauté internationale à nous aider à maîtriser cette situation. Faciliter la réintégration économique. Donc il faut d'abord s'occuper de la réintégration sociale. Et donc effectivement il y a ces paquets de réintégration économique que le programme nous dote et qui devrait être donc au profit de ces migrants. Nous prévoyons la réintégration socio-économique au profit de 850 migrants. Camerounais. Vous parlez de 850 migrants camerounais. Justement, docteur, on va revenir plus en détail sur ce programme-là. Le temps pour nous de vous proposer ce reportage qui est signé de Séverin Aligambélé, qui est donc allié à l'accueil du dernier contingent de migrants camerounais, 250 au total. Non seulement il a rencontré ces jeunes gens, mais également il a recueilli quelques témoignages de ce qu'ils ont vécu là-bas en Libye, ce qu'ils ont appelé eux-mêmes l'enfer libyen. C'est un reportage de Séverin Aligambélé et c'est le zooming de ce soir. « 250 migrants pour cette deuxième vague de Camerounais sauvés de justesse de la maltraitance décriée ces derniers jours en Libye. Tout au moins pour ceux qui prennent le risque de passer par là pour se rendre en Italie. » Quand je suis arrivé en Libye, on nous a kidnappés dans le désert. Ils nous ont amenés dans un endroit, dans une prison quoi. Cette prison-là, tous les matins, on nous versait l'eau, on nous fouettait, on demande d'appeler la famille pour envoyer de l'argent. Moi alors, ma famille on m'a demandé 400 000. Ma femme était obligée de vendre les trucs pour envoyer 400 000 parce que vous envoyez ça sur un compte au Niger. Effectif 5 fois supérieur à la première vague accueillie il y a quelques jours. Au décompte final, des cas de maladies identifiés, référés directement à l'hôpital gynéco-obstétrique, à l'hôpital général de Ngousso et au centre des urgences de l'hôpital central. Dans le groupe, 58 femmes enceintes et des enfants de moins de 3 ans. Je demande au gouvernement camerounais s'il peut vraiment se dépêcher à aider nos frères qui sont restés là-bas. Il y a des gens qui ont déjà fait des années en Libye où leurs familles ne sont pas au courant où ils sont. Il y a des hommes, surtout des hommes qui se font kidnapper et font des séjours des années en prison. C'est affreux. Ils dorment à même le sol et bientôt l'hiver va commencer. Ils n'ont pas de médicaments, ils ont à peine ils mangent. Quand on les revoit, ils sont méconnaissables. Ce rapatriement, coordonné par l'Organisation internationale pour les migrations et le gouvernement camerounais, s'articule autour d'un projet financé par l'Union européenne. Le programme dispose de quelques ressources pour accompagner les migrants donc dans le cadre d'une réinsertion économique. Et ceci peut être soit par la mise en place d'activités génératrices de revenus, que ce soit individuel ou par des projets communautaires. Pour les personnes à long terme des financements directs des activités, il est prévu leur référencement vers les structures capables de les aider. On va donc revenir sur cette prise en charge économique de ces enfants prodiges rentrés au pays. Mais j'ai quand même une interrogation, Bertrand. Est-ce que le mal-être justifie véritablement que les gens prennent de tels risques et se retrouvent dans de telles conditions dans le désert libyen? Est-ce que ça, le mal-être justifie cela? Oui, le mal-être seul ne peut pas justifier cela. Parce que quand on scrute les milieux de ces migrants, on se rend compte que ce ne sont pas des gueux. À proprement parler. Parce que pour mobiliser 4 000 €, c'est à peu près 3 millions de francs CFA. C'est des gens qui ont une activité
commerciale, une activité parfois qui peut générer des revenus qui peuvent leur permettre de faire des petits placements pour pouvoir évoluer. Le problème, c'est un climat et même un discours qui est propagé autour du Cameroun et des affaires. Les jeunes se disent non, c'est bloqué, il n'y a rien à faire, on ne peut rien, c'est sans Pourquoi issue. vous restez? Vous êtes jeune? Nous restons parce que nous croyons que quelque chose de positif peut se faire dans ce pays. Justement, je ne suis pas d'accord qu'il y ait ces départs tous azimuts, qu'il y ait cet abandon généralisé des jeunes qui s'en vont. Parce que en réalité, si on abandonne le combat qui est celui de pouvoir s'en sortir au Cameroun, c'est vrai qu'il y a des difficultés qui ne sont pas d'ailleurs l'exclusivité du Cameroun. Il y a des problèmes qui sont globaux, qui concernent le monde. Le Cameroun est engagé dans ce monde-là. C'est vrai qu'il y a des nuances et des spécificités à la camerounaise qui peuvent inspirer ou alors provoquer la frustration. Peut-être au niveau des affaires. Vous vous souvenez que la modification de la loi, il y a quelque temps, a durci un peu l'affaire au niveau du système ou alors du système D. Parce qu'on parle du registre de commerce qu'il faudra brandir. Donc si les impôts commencent à être rigoureux à ce niveau-là, vous verrez que personne ne pourra plus vendre les oignons ou la tomate au bord de la rue. Donc c'est la débrouille qui est un peu gênée là. Et à ce niveau donc, on peut se rendre compte qu'il y a ce choc. Et maintenant aussi, quand on scrute le milieu des affaires du commerce, il y a, quelqu'un vous dira qu'au niveau de Yaoundé, il y a un gros investissement qui est fait par le délégué du gouvernement en termes de construction des espaces commerciaux pour permettre... Et qui sont abandonnés, qui ne sont pas occupés, les jeunes n'y vont pas. Ils sont abandonnés parce que ça coûte extrêmement cher. Est-ce que ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas faire l'effort nécessaire? C'est-à-dire qu'on n'a pas la culture de payer l'impôt. On se refuse à payer l'impôt. Le problème, c'est que ça coûte assez cher pour ceux qui se débrouillent. Et la plupart du temps, ce sont les mêmes qui occupent tous ces espaces. Et qui font de la surenchère par derrière. Lorsqu'on fait le ratio, on se rend compte que finalement, c'est les mêmes qui prennent tous les espaces. Et ça se retrouve entre les mains d'une catégorie et pendant qu'une autre est lésée. Donc c'est autant d'éléments qui font qu'il y a une frustration qui se développe et certains qui n'ont pas, je ne vais pas dire le courage, mais qui n'ont pas assez de morale pour résister à la bourrasque, peuvent se dire, écoutez, il n'y a plus rien à faire. Surtout qu'en face, vous avez des vendeurs d'illusions qui sont prêts. Parfois c'est des membres de famille, parfois c'est la diaspora qui revient ici et vendent un rêve. Ils vous disent non, écoutez, moi ça se passe très bien là où je suis, il y a de l'emploi, vous venez pour le petit boulot que vous faites là, vous serez payé 3 fois plus que ce que vous recevez ici. Et donc le mieux pour vous serait de venir, de vous prenez la route, parce que par la voie normale, légale, c'est très compliqué, l'obtention des visas et tout le reste. Moi j'ai une filière, vous payez tant, vous venez, on va vous assurer un trafic ou alors une route qui vous sera bien dessinée pour arriver en Europe. Et les jeunes prennent les risques, mais malheureusement... les jeunes sont tentés, parce que lorsqu'il fait une comparaison, il met sur la balance, ce qu'il